Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler du coup des mots du mois de mars, c'est-à-dire la palle que j'ai prévue pour ce nouveau mois. Le mois de février, j'avais choisi du coup 3 mots et ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, donc je suis assez confiante sur la façon maintenant dont je choisis mes mots. C'est-à-dire que j'essaye plutôt de me dire quelles vont être les lectures que je vais avoir envie de faire, etc. Et d'essayer du coup de regrouper tout ça dans des thèmes, plutôt que de choisir des thèmes bien stricts et ensuite choisir des livres, parce que je me suis rendu compte les mois précédents que ça faisait un petit peu que j'avais pas forcément envie de suivre mes pales. Donc trêve de blabla, je vous présente les mots, je vous présente les livres que j'ai choisis, et puis on commence tout de suite. Le premier mot que j'ai choisi du coup c'est époque. J'avais envie de lire des livres en fait si vous voulez, ou plutôt des romances qui se situaient plutôt dans des époques différentes parce que c'est quelque chose que j'apprécie et je me suis rendu compte surtout que ça allait vraiment me permettre de baisser un petit peu ma palle physique parce que j'ai pas mal de livres qui tombent dans cette catégorie. Du coup le premier livre que j'ai choisi c'est le classique du mois qui pour le coup celui-ci sera un audio. Il s'agit donc de Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell que du coup je me suis pris sur Nextory en audio. J'ai hyper hâte finalement de découvrir cette histoire. Donc normalement c'est une histoire en 2 tomes. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu Autant en emporte le vent, si vous en avez déjà entendu parler, si vous connaissez ce classique du coup du cinéma. Mais c'était avant tout un classique littéraire, donc du coup j'avais vraiment hâte de voir. C'est un film que je regardais pas mal quand j'étais petite, bizarrement. Alors que c'est pas très gay, hein, mais bon voilà, chacun ses trucs. Et finalement j'aimerais bien voir si c'était bien adapté finalement de l'œuvre originale ou pas. Je sais qu'il y a quelques années il y a eu énormément de critiques autour de ce livre évidemment et sur la façon dont il mettait en avant l'esclavage puisque c'était pas très bien dépeint. Après évidemment c'est un livre et c'est un film qui date des années 40-50. Bon, voilà, on peut pas dire qu'on était non plus ultra avancé sur ce genre de sujet, surtout aux États-Unis. Donc, je suis pas non plus hyper étonnée que c'est pas été, on va dire, le film qui faisait passer le meilleur message quant à l'abolition de l'esclavage. Mais bon, écoutez, on verra ce que ça donne. En tout cas, dans ma lecture, c'est justement ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire qu'est-ce qui est démontré, est-ce que c'est juste une romance en fait qui se trouve être dans un contexte particulier du coup de la guerre de sécession dans le sud, ou est-ce que c'est vraiment justement un livre où il y a beaucoup plus de choses dedans, beaucoup plus de nuances, et qu'au final en termes de film, on a gardé que le côté un petit peu sympa, on va dire, du côté un peu romance contrariée et tout, et puis héroïne extravagante, mais que tout le reste on l'a un petit peu mis de côté. Donc écoutez, on va voir, c'est un peu comme les 4 filles du Dr March pour moi, c'est vraiment une découverte et je vous dirai du coup ce que j'ai aimé, moins aimé finalement dans l'œuvre originale. Ensuite j'ai bien envie de sortir du coup un Julia Quinn, donc là il y a les tomes 1 et 2 mais moi je pense que je vais vraiment me concentrer que sur le tome 1. Il s'agit du coup du quatuor des Smythe-Smith, donc si vous connaissez la série Bridgerton en livre bien évidemment, parce qu'en série ça n'est pas du tout mentionné je crois. Tous les ans, les Bridgerton vont à une soirée où finalement il y a des jeunes femmes qui font de la musique, mais ils font de la musique ultra mal, et donc tout le monde se moque un petit peu d'elles et tout, et au final on se pose vraiment la question de savoir mais pourquoi ces jeunes filles continuent à monter sur scène pour faire de la musique aussi, de façon aussi catastrophique, hein, concrètement si c'est juste pour s'humilier quoi. Et il semblerait que grâce à ce livre-là, on ait enfin la réponse, puisque les Smythe-Smith, c'est donc la famille de ces jeunes filles-là, donc on devrait comprendre pourquoi elles font ça. Donc c'est écrit très gros, ça se lit super vite je pense, et de toute façon, de manière générale, si vous avez jamais lu les livres de Julia Quinn, c'est vraiment des romances Régence, donc ce sont des livres qui sont courts, qui se lisent extrêmement bien, extrêmement vite. C'est assez addictif, c'est extrêmement porté sur la romance, il y a très peu d'éléments autour. Néanmoins, ce qui me plaît dans celui-ci, c'est vraiment le côté où finalement ça touche le monde des Bridgerton sans être les Bridgerton, malheureusement, puisque moi j'ai beaucoup aimé cette série de livres. Mais voilà, je continue du coup à rester un petit peu dans cet univers, donc j'ai hâte de voir ce que va nous proposer ce livre-là, il me fait super envie. J'ai décidé également de sortir du coup le tome 2 des Roxby, toujours par Julia Quinn. Donc là, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est les livres qui se passent avant finalement l'histoire des Bridgerton. Donc on va suivre une famille qui habite à côté des Bridgerton et qui est une fratrie. Donc je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a 3 frères et une sœur, il me semble. Oui, qui est déjà mariée, c'est ça. Et on va suivre du coup dans les différents tomes, du coup, chacun des frères et leur histoire d'amour. Donc dans le tome 1, on suivait George qui était donc l'aîné,
dans le tome 2 qui donc tombe amoureux d'une Bridgerton. Et dans le tome 2, ça va être une histoire complètement différente puisqu'il s'agit d'un des frères de George qui est donc aux États-Unis, qui était en train de se battre puisque c'est la guerre de la Révolution américaine. Et donc il se bat pour les Anglais et a priori il est blessé, mais il va être amnésique. Et une jeune femme qui passait par là dans l'infirmerie, qui va être apparemment dans une histoire un peu rocambolesque, va se faire passer pour sa femme. Donc c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Donc ça a l'air d'être un peu farfelu. Mais je suis assez curieuse. Du premier tome, ce que je vous en avais dit, c'est que j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que l'histoire, enfin le fait qu'elle essaie de vraiment nous mettre en contexte les personnages, fait que ça avait pris pas mal de temps, et que du coup, leur histoire d'amour à proprement parler n'avait pas forcément été assez développée pour moi, même si c'était assez cool. Donc bah là, j'espère que ça va aller plus vite, même si l'histoire a l'air complètement délirante, donc on verra bien ce que ça donne. Toujours dans un côté très Régence, bah il faut croire que j'aurais pu appeler ça Régence, ça aurait été aussi bien puisque j'ai choisi quasiment que des livres qui se passent à cette époque-là, si ce n'est pour du coup Autant n'emporte le vent. Peu importe. Du coup j'ai choisi de sortir de ma palle les Hathaway, donc tome 1 et 2 de Lisa Kleypas, donc cette fois c'est pas Julia Quinn mais bon on est toujours dans la même veine. Hein. Donc là on est dans une famille qui est à Londres, qui va se réfugier dans le Hampshire parce qu'en fait leurs parents viennent de mourir, donc c'est toute une fratrie. Il y a du coup 4 filles et 1 garçon, et dans le tome 1 a priori on va suivre l'histoire de l'aînée qui s'appelle Amelia, qui donc s'est complètement faite à l'idée qu'elle allait pas se marier parce qu'en fait elle doit vraiment prendre soin de sa famille, s'assurer que chacun va s'assurer un avenir, un avenir déjà tout court, mais un avenir plutôt plaisant, donc elle doit aider ses petites sœurs à se marier, elle doit aider son frère à sortir un peu de la débauche. Donc concrètement elle est pas très concentrée sur sa propre histoire d'amour à elle, mais vraiment sur sa famille. Néanmoins, il semblerait que dans le Hampshire elle va faire la rencontre du coup d'un jeune homme qui s'appelle Cam Rohan et qui va un petit peu bouleverser son monde. Donc on verra ce que ça donne. Encore une fois, c'est toujours un peu les mêmes thèmes, les mêmes sujets, donc on verra hein, si je me lasse, peut-être que j'en irai un, deux, puis au bout d'un moment je dirai ok, il y a trop de fratrie, trop de régence, ça me saoule. Mais voilà, c'est un peu les mêmes thèmes à chaque fois, on a une fratrie, on suit chacun un des frères et sœurs et tout. Je pense qu'au bout d'un moment, quand ils ont sorti ces livres-là, ça a dû bien fonctionner et tout le monde a dû reprendre un peu le filon. C'est un peu, vous savez, comme Akotar ou Force Wing. Après on voit que des dragons et puis que des faillis. Bah, j'imagine que ça a dû être un peu après la même chose pour les livres un peu romance régence, parce que c'est un thème qu'on retrouve beaucoup. Et ensuite pour finir toujours avec une romance régence mais un petit peu plus délirante, j'ai décidé de sortir de ma palle Dangereuse Demoiselle, les Dames Pirates, le tome 1 du coup de India Holton, qui est donc une série qui se passe en 3 tomes, si je ne me trompe pas. Mais là, on est dans un truc un peu délire parce que finalement, c'est une romance régence, mais sur fond ultra fantastique et vraiment ultra loufoque et farfelu. Donc ça me plaît bien comme thème. C'est le 2e fois que je le mets dans ma palle, donc il faut savoir que si je lis pas cette fois-là, la prochaine fois que je le mets dans une palle, je suis obligée de le lire. Donc là, ça serait cool qu'il sorte, mais sinon, je le garderai peut-être pour une catégorie farfelue. Là, on va suivre du coup finalement une société qui s'appelle la Wisteria Society, qui sont des féministes, un groupe de femmes en fait, qui à bord de leur maison volante s'amusent à dépouiller les braves gens, a priori. Donc je sais pas trop, ça a l'air d'être des hors-la-loi un petit peu. Et parmi elles, il y a une jeune femme qui s'appelle Cecilia qui veut absolument venger sa mère qui a été assassinée par un mage un peu dingue. Et elle va notamment faire la rencontre de Ned, qui va être un jeune homme qui va l'aider dans sa quête. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Franchement, ça a l'air tellement loufoque que je peux pas vous dire. En fait, à la fois ça me fait trop envie, à la fois à chaque fois que je lis le résumé, je me dis mais je sens que ça va partir dans tous les sens et j'espère que c'est un peu contenu pour que la romance soit sympa. Mais ces temps-ci, je suis en train de lire une romance un peu fantastique et j'aime bien. Donc je me dis bon, pourquoi pas un peu de folie. Donc voilà du coup pour la catégorie époque. Comme je vous le disais la dernière fois, j'essaye maintenant de mettre que 5 livres par catégorie parce que déjà j'ai du mal à tout tenir parce qu'en vrai pendant le mois il y a d'autres trucs qui me font envie et tout, donc je lis pas tout. Après je vais vraiment essayer de me tenir par contre à ce que je vous avais dit c'est la 3e fois que le livre est dans une palle, donc je le sors parce que je trouve que c'est important. Là ce mois-ci là c'était God Killer, ça fait 3 fois qu'il était là, j'ai dit bon là ça suffit, il faut le lire maintenant. Donc je vous raconterai ce qu'il en est de ces livres-là dont j'ai un peu forcé, j'ai fait un peu du forcing dans mes palles, parce que voir un petit peu si c'est quelque chose qui est bénéfique dans le sens où je les lis et je les lis avec plaisir ou pas, ou si je me sens vraiment forcée et ça marche pas. Anyway,
Tout ça pour vous dire que du coup, le deuxième mot, j'ai choisi amour épique. En vrai, ça aurait très bien pu s'appeler romantasy un peu, parce que c'est... en fait, ce que j'entendais par là, c'était un peu ces couples où on sait pas trop s'ils vont finir ensemble, parce qu'il leur arrive tellement de choses, que c'est horrible, etc. Mais qu'en même temps, on a envie, enfin bon bref. Une bonne romantasy comme on les aime, quoi. Et donc j'ai choisi 5 livres. Le premier que je mets dedans, c'est Onyx Storm, parce que j'ai beaucoup de mal à croire que je l'aurais fini en février. En février, j'ai fait pas mal de lectures très cool, mais j'ai un peu lu des choses qui étaient dans ma palle de janvier, etc. et tout, donc, enfin que j'avais commencé, que j'ai voulu finir, et de fait, mon Onyx Storm, je l'ai repoussé en me disant non mais je veux vraiment me concentrer dessus, je dois finir tout le reste et tout, et je pense pas que j'aurai le temps de le finir, donc je le remets ici. C'est la deuxième fois qu'il est dans une palle, vous savez ce qu'il en est maintenant. Je sais pas si ça vaut le coup que je vous raconte l'histoire de Fourth Wing, donc là c'est le tome 3, il est sorti en anglais, il sortira en français en juin, le 18. Mais voilà, c'est l'histoire de Violette Sorengel qui veut devenir dragonnière, un peu bon gré mal gré parce qu'en fait elle est un peu forcée par sa mère, qui va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Xaden Riorsen, qui est le fils d'un général qui a échoué dans sa rébellion. Et tous deux vont avoir cette espèce de enemies to lovers romance sur fond de monde avec des dragons et d'écoles sanguinaires. C'est canon, je vous le conseille. C'est un vrai plaisir coupable, c'est-à-dire que ça va pas être la grande littérature de l'année, peut-être que c'est pas la meilleure fantasy qu'on ait jamais écrite. Néanmoins, c'est ultra addictif, ça passe en 5 minutes, moi j'adore, je trouve qu'on s'ennuie pas, je trouve que c'est bien écrit. Que dire? Au final, franchement, maintenant je trouve que c'est difficile de dire qu'est-ce qui fait un bon livre, un mauvais livre. En fait, pour moi, c'est juste quelle est la sensation et l'émotionnel que j'y ai attaché quand je l'ai lu. Et la vérité, c'est que quand je lis Fourth Wing, bah... j'ouvre le bouquin et en 3 jours c'est terminé parce que je suis à fond, donc pour moi ça me semble être déjà un gage de qualité. Ensuite, j'ai décidé de sortir du coup L'ombre et les orages, les légendes de Tezmar, le livre 4. Pourquoi? Parce que en fait je me rends compte que cette série, du coup j'ai lu le 1 en janvier et depuis j'ai qu'une envie, c'est de les enchaîner. Donc vraiment, franchement je suis un petit peu, je me tape un peu sur les doigts, c'est-à-dire que entre 2 bouquins, j'en lis un autre ou j'en commence un autre, histoire de dire que je les ai pas lus d'affilée. Mais en fait c'est tellement bien que je sais pertinemment que là je suis en train de lire le 3 et que dès que je vais l'avoir fini je vais me dire bah en fait il faut absolument que je lise le 4. Donc encore une fois c'est une histoire d'amour un peu épique entre une jeune femme qui veut devenir un glaive de Tezmar, c'est-à-dire un des guerriers qui protège le royaume, et un glaive de Tezmar qui déjà lui est un guerrier très connu, très célèbre, très important et tout dans ce monde-là. D'où sa présence dans cette catégorie, mais c'est surtout une histoire de terre un peu maudite qui est envahie par les ombres, par les spectres et qui doit être défendue, mais il semblerait que tout n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait imaginer dans cet univers-là. Et donc on va suivre nos 2 personnages à travers finalement leur rencontre, leur romance et tout, mais aussi la quête beaucoup plus personnelle de Théa, qui est donc le personnage principal féminin, qui elle va être en recherche de son identité tout en voulant mener à bien son destin, qui est donc de devenir un glaive de Tezmar avant que son destin la rattrape. Donc vraiment c'est hyper intéressant, moi j'aime vraiment trop. Je suis toujours un tout petit peu frustrée sur l'univers où là je suis dans le 3 et je sais pas encore si je vais réussir à avoir les réponses que j'ai envie d'avoir par rapport aux questionnements que je me pose sur l'univers, mais c'est vraiment une très 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 bonne romantasy et je suis persuadée que j'aurai envie de lire le 4 au mois de mars. Troisième livre que j'ai envie de vous présenter, c'est L'Oracle de l'Oiseau Noir de Deborah Harkness, qui est donc paru aux éditions Charleston dans cette très très jolie édition Toc Toc là, qui est un bac. C'est une histoire, alors je vous en avais déjà parlé, pareil je crois que ça doit être la 2e fois qu'il sort dans une palle. C'est une histoire, en fait c'est une suite, il s'agit du coup d'un livre qui est le 4e plus ou moins opus de la série le livre perdu des sortilèges, qui est donc une série où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Diana Bishop, qui est donc une sorcière mais qui a décidé de ne pas utiliser ses pouvoirs parce que pour elle, pouvoir est synonyme finalement de mort, puisque ses parents ont été assassinés quand elle était petite. Et donc elle a décidé de faire sa vie en dehors de ça, mais tout en étant connectée plus ou moins quand même à la sorcellerie, puisqu'elle s'intéressait à l'alchimie et que c'est une historienne experte de ce sujet. Jusqu'au jour où elle va aller dans une bibliothèque d'Oxford et qu'elle va donc demander un livre qui s'appelle Lashmol 382, je crois un truc comme ça. Si c'est ça, me demandez pas comment j'ai pu retenir le nombre de ce livre-là, je ne sais pas moi-même, mais je crois que c'est ça.
Et donc elle va demander ce livre et on va lui donner, alors que ce livre était perdu depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. Et du coup, elle va s'attirer le regard de toutes les communautés magiques qui recherchent ce livre avidement parce qu'ils voulaient vraiment comprendre un peu les sources de leurs espèces. Et il semblerait que ce livre-là détienne la clé de tous ces sujets-là. Et sur son chemin, elle va aussi attirer l'attention d'un vampire qui s'appelle Mathieu de Clermont, qui évidemment recherche ce bouquin. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus. Et donc il y a 3 tomes, c'était super bien, enfin moi c'est une série que j'adore, j'ai dévoré. Ils l'ont fait en série télé, moi je vous dirais que je la trouve pas du tout aussi bien que le bouquin. Je la trouve sympa, mais je trouve que l'émotionnel qui est dépeint dans le livre est pas très bien transcrit à la télé. Donc je vous dirais plutôt lisez les bouquins, c'est vraiment bien mieux. Et c'est trop cool. Enfin vraiment c'est le genre de choses que maintenant passerait très bien. Je sais qu'à l'époque quand c'est sorti il n'y avait pas non plus énormément de livres comme ça. Donc c'était assez original. Aujourd'hui peut-être que l'histoire vous paraîtra pas incroyable parce qu'on lit tellement de romances, de romantasy, de romances fantastiques et tout que c'est peut-être un petit peu moins... ça sort un petit peu moins du lot on va dire. Mais c'est bien écrit. Et je trouve que c'est une jolie histoire qui mêle la sorcellerie dans un monde moderne et que c'est bien fait. Je trouve qu'il y a vraiment un côté assez intelligent autour de l'histoire, de l'alchimie et tout qui est hyper intéressante. Des livres aussi, ça aussi c'est hyper bien traité. Donc vraiment si vous aimez tous ces thèmes là, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas. Et donc voilà, j'ai fini de blablater sur la trilogie, maintenant je vous parle quand même du bouquin. Donc là en fait on va suivre le livre 4 parce que dans la trilogie principale on va suivre du coup Diana et Mathieu. Ensuite il y a eu un livre qui est sorti qui était plus ou moins un 4 mais qui était finalement sur l'un des enfants de Mathieu. Et là c'est vraiment, on revient du coup sur les personnages principaux de la première trilogie. Mais je sais pas si c'est un opus qui est tout seul, si c'est un début de saga et tout, je pourrais pas vous dire, donc j'ai vraiment hâte de le sortir celui-ci. Je pense même que je vais peut-être me le faire en audio. Donc c'est la première fois que j'achète un bouquin et que je me le fais aussi en audio parce qu'en fait je me rends compte que sinon j'aurais peut-être pas le temps. Voilà, ne me jugez pas, ou jugez-moi, j'ai envie de vous dire. C'est la vie. Mais voilà, donc ça me fait très envie. Là où je suis un petit peu... je pense que j'ai un peu peur, c'est parce que j'ai beaucoup aimé la première trilogie et j'espère que vraiment elle a trouvé un sujet qui valait la peine finalement de continuer dans cet univers-là, parce que même si je suis super contente de retrouver les personnages, je trouvais qu'à la fin du 3 on avait vraiment une fin en fait. Et donc là, je sais pas trop ce qu'elle va venir nous raconter, donc écoutez, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais voilà, ce temps-ci j'avais un peu envie de sorcellerie, donc je me suis dit bon allez, on va sortir celui-ci. Les 2 prochains livres que j'ai envie de vous présenter malheureusement ne sont pas encore sortis donc au moment où je tourne cette vidéo, donc je vous en parle et ils sont sur ma liste d'achat, donc je pense qu'ils rejoindront très vite la bibliothèque. Le premier c'est L'Oiseau chanteur et le cœur de pierre, le tome 3 pardon, des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent qui sortira aux éditions Lost Kingdom, on va y arriver. Donc là, comme je vous avais expliqué, c'est une saga qui fonctionne par duologie. Donc du coup, moi j'ai lu la première duologie qui s'appelait Le serpent et le descendant de la nuit. Et là, on va commencer une toute autre duologie avec d'autres personnages. C'est une saga qui est hyper intéressante parce que l'univers est assez original. On va suivre finalement un monde qui est régi par des familles de vampires dont une des familles contient plus ou moins le roi de tous les autres vampires. Et en fait, ces vampires-là sont un peu des descendants ou des enfants d'une déesse déchue qui s'appelle donc Nyaxia. Et on va se retrouver mêlés finalement dans les intrigues politiques de ces différentes familles et de ces volontés de prise de pouvoir, de ces trahisons, etc. et tout, par le biais de 2 personnages que l'on va suivre et qui vont avoir une romance l'un avec l'autre. Donc dans la première duologie, on suivait une jeune femme qui est donc balancée dans un tournoi en fait hyper sanguinaire avec des vampires afin d'avoir la possibilité de faire un premier vœu auprès de la déesse Nyaxia si elle gagne le tournoi, sachant qu'elle est une humaine et que c'est que des vampires. Autant vous dire que son taux de chance était quand même pas GG quoi. Et dans le numéro 3, là on va suivre complètement un autre personnage finalement qui est une jeune femme aussi qu'on a déjà vu dans le tome 1 et 2, donc je peux pas vraiment vous dire qui c'est. Tout ce que je peux vous dire en fait c'est que dans la première duologie, elle va commettre un meurtre, mais elle va tuer finalement un personnage très éminent, très important dans la hiérarchie des familles vampires, et donc on va la traquer en fait pour l'assassiner et pour lui faire payer ce meurtre-là.
même si entre nous c'était amplement mérité parce que le mec était une pourriture, eh bien il s'avère que c'est pas comme ça que ça se passe dans leur royaume quoi. Donc elle va se sentir un peu traquée, elle va donc chercher de l'aide auprès d'un autre personnage qui lui va lui demander en échange une faveur, c'est d'aller dans le royaume des morts je crois pour ressusciter le dieu des morts, quelque chose comme ça. Donc ça a l'air d'être assez mystique et en même temps ça a l'air d'être... Enfin, je pense que ça va être ultra intéressant parce que ce personnage, il est ultra solaire, il est ultra bon en fait, et le fait qu'il ait commis un truc aussi grave, je pense que déjà, ça va vraiment jouer sur sa psychologie et sur je pense qu'on va avoir pas mal de tourments intérieurs. Donc ça c'est le premier point qui va être très cool. Et de deux, justement de voir ce personnage aussi gentil, solaire, incroyable et tout, dans un univers qui a l'air ultra dark avec des personnages hyper gris, hyper sanguinaires et tout. En fait j'ai vraiment hâte de voir comment ce clash finalement va être écrit et voir si cette romance est bien développée. Donc franchement, à suivre. Le dernier livre du coup qui me fait super envie et qui est donc toujours dans cette catégorie amour épique, c'est Un royaume si maudit, le tome 2 du coup du royaume des mensonges de Stasia Stark. Alors je me rends compte quand même qu'il n'y avait que des suites de séries dans cette catégorie, donc en même temps c'est pas mal, ça va me faire avancer sur mes sagas et ça c'est toujours une bonne chose. Mais là du coup c'est la suite de Un royaume si cruel et merveilleux qui est donc un livre que j'ai lu en décembre et que j'ai beaucoup aimé, enfin qui a été vraiment une énorme surprise parce que comme je vous disais, quand j'avais vu la couverture, le titre, Un royaume si machin et tout, ça faisait vraiment Akotard revisité, et en fait pas du tout, mais juste aucun rapport. Et j'ai kiffé, enfin, c'était hyper frais, c'était super mignon, c'était bien écrit, ça allait vite, enfin je sais pas, c'était le genre de lecture qui fait trop du bien et qui relance un peu la machine quand vous engluez dans des histoires un peu longuettes ou des lectures un peu moyennes et tout, enfin moi ça m'avait trop reboosté quoi. Et du coup là c'est le tome 2 qui sort, sachant qu'en fait dans le tome 1 on suit du coup Priska qui est dans un monde hyper particulier où on vous prend votre pouvoir, on vous rend votre pouvoir, enfin c'est un peu spécial et tout. Et au final elle est traquée par les gardes royaux et elle va se cacher et ensuite essayer de s'infiltrer dans le château du royaume en fait pour libérer une de ses amies qui a été emprisonnée de façon tout à fait... horrible on va dire, et c'était hyper cool. Franchement c'était un livre trop sympa et la fin, méga révélation. Alors après vous le voyez venir, vous voyez pas venir, je pense que c'est un peu matière débat, je crois qu'il y a des gens il y avait des filles que je suivais qui l'avaient pas du tout vu venir et puis il y en a plein qui ont dit bah évidemment ça se voyait comme le nez au milieu du visage. Je pense que ça dépend vraiment de la façon dont vous avez pris l'histoire et par quel est l'élément qui vous a accroché. Par exemple si vous étiez vraiment à fond dans la romance, je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui vous ont permis de comprendre. Si vous étiez là, vous êtes laissé porter par l'univers etc, pas forcément. Peu importe, quoi qu'il en soit, ça finit quand même sur un espèce de cliffhanger assez intéressant et du coup ça donne trop envie de lire la suite. Et là je suis trop hypée parce que du coup il y a des nanas que je suis sur Insta qui l'ont reçu en service de presse, qui ont dit qu'il était trop bien, donc trop hâte qu'il arrive celui-ci et je vous jure que celui-ci c'est sûr je vais le dégommer au mois de mars, j'ai aucun doute là-dessus. Et le dernier mot que j'avais envie de choisir du coup pour cette palle de mois de mars, c'est le mot soleil. Alors on ne se demandera pas pourquoi j'ai choisi ce mot, étant donné qu'il fait dégueulasse depuis déjà genre au moins 6 semaines. Et bah franchement j'étais là, non mais en fait j'ai envie genre de romance et de fantaisie mais qui se passe dans des endroits où il fait chaud, où les mecs sont dans le désert, sont en train de crever parce qu'ils sont déshydratés et tout, parce que alors moi j'ai besoin en fait mentalement au moins d'être dans cet univers là, parce que là vraiment... C'est-à-dire que là je filme quand même en pleine journée, il fait mais tellement gris, j'ai allumé toutes les lumières possibles et tout pour que vous voyez ma tête, c'est une catastrophe. Franchement je suis pas du tout... c'est la minute où je raconte ma vie. Je suis pas trop sujette aux dépressions hivernales d'habitude, mais alors cette année... Oh, mais genre qu'il fasse froid mais qu'on ait un micro ciel bleu quelque part quoi. Enfin c'est vraiment une horreur. Donc j'ai choisi le mot soleil, parce qu'il était temps qu'on se fasse un petit peu de chaleur et de bien-être dans cette vidéo. J'ai donc choisi de sortir, alors franchement j'ai espoir, c'est la première fois que je le mets je crois, donc potentiellement il va être repoussé parce que c'est une énorme brique. En même temps ça me permettrait de terminer une trilogie et donc d'avancer dans une saga, donc ça serait quand même plutôt cool. Il s'agit de l'Empire d'Or, c'est le tome 3 de la Cité de Laiton, il est paru chez De Saxus, il pèse un âne mort donc je vais vite le reposer.
Mais donc c'est la trilogie d'Eva Bad. Vous savez que c'est l'histoire en fait où on suit une jeune femme qui était une espèce de petite arnaqueuse dans les rues du Caire, qui se retrouve transportée dans un monde de djinns, de dieux, enfin de plein de créatures absolument extraordinaires, qui est emmenée du coup à la cité de Letton, parce qu'en fait c'est une descendante d'une lignée comment on appelle ça en fait, c'est une espèce de... je sais plus comment... c'est ça un nom? Excusez-moi, je vérifie, mais je suis pas sûre que ça soit marqué en fait. Ah si, des Banu Manidze, c'est des... en fait c'est des guérisseurs, voilà, des guérisseurs un peu magiques, etc. Et donc elle va être transportée dans ce monde-là et se rendre compte que finalement sa lignée et que sa place est au cœur d'énormes intrigues politiques, de volonté de prise de pouvoir, etc. Et tout. Donc c'est un livre qui est chez De Saxus et pas DS, je pense vraiment pour ça, c'est-à-dire que c'est 90% d'intrigue politique et de world building et 10% de romance. Donc si vous êtes là pour ça, ça va être compliqué. Moi je pense que c'est limite ça, pour rien vous cacher, qui fait que par moments je décroche un peu parce que ça n'arrête pas quoi. Et machin, qui veut trahir truc, et blabla. Et je trouvais que le 2 s'étirait vraiment en longueur sur ces sujets-là. La fin, les 100, 150, 200 dernières pages faisaient qu'on était à fond, qu'on avait vraiment envie de savoir comment ça allait se passer. Mais c'était long pour arriver là. Donc c'est un petit peu ce que je reprocherais, je dirais, à cette autrice là de S.A. Chakraborty dans ces livres-là, c'est que vraiment, ouais, je pense un tiers en moins faisait largement le taf. Donc là, j'y vais, comme vous le voyez, j'y vais pas en mode ouais, j'ai trop hâte et tout, ça va être trop cool et tout. Néanmoins, je sais que c'est ultra qualitatif comme lecture et que quand je ressors, je me dis vraiment j'ai lu un truc hyper bien écrit, hyper bien construit, super intelligent et tout. Et voilà, tout à l'heure on parlait un peu du plaisir de lecture, etc. C'est pas la série où j'ai le plus grand plaisir à la lire. Par contre, je trouve que c'est un univers qui est super riche et qui est très envoûtant. Et quand vous cherchez comme ça une épopée fantastique, une très grosse saga dans un univers assez riche, dans un univers aussi qui est très chaud comme ça, où il y a vraiment le désert, il y a vraiment le Caire, enfin ce côté Égypte, etc. Bah, je pense quand même que vous pourriez vraiment être satisfait. Après, faut aimer un peu les choses très politiques, très grosses intrigues et tout, parce que mine de rien, c'est quand même quasiment la totalité de cette saga. D'ailleurs, j'ai le Fleuve d'Argent, qui est donc un prequel si je me trompe pas. Je sais pas si c'est un prequel ou si c'est une suite, mais avec des comment ça s'appelle, c'est des petites histoires qu'on appelle ça. J'ai plus le nom. Des nouvelles. Et je ne sais pas si ça va me plaire, je vous cache pas, parce que les nouvelles c'est pas trop mon truc. Je pensais que c'était un roman quand j'ai acheté. Et donc si jamais vous l'avez lu, ça m'intéresse de savoir si ça vaut le coup, si ça amène vraiment quelque chose à la saga ou pas du tout, parce que du coup une fois que j'aurai fini cette pavasse, je suis pas sûre d'y retourner avant un moment. Ensuite, j'ai décidé de sortir de ma palle La Cité des Ruines de Carissa Wicks, qui est donc paru aux éditions Lost Kingdom, c'est Witchwalker, le livre 2. Pourquoi? Je me demande si je l'avais pas mis dans ma palle le mois dernier, celui-ci aussi. Très possible. Je me souviens plus, désolée. Pourquoi? Parce que ça se passe finalement dans une cité qui est proche d'un désert, je crois, ou dans le désert, il y a une histoire comme ça en tout cas. Dans le tome 1, on était vraiment sur une ambiance ultra glaciale, puisqu'on était avec nos deux personnages qui traversaient une forêt dans la neige et tout. Enfin, franchement, ce livre m'a donné froid. Et là, on est vraiment complètement à l'inverse. Ils vont aller dans le royaume du sud, je crois, et donc c'est évidemment un royaume qui est autour, voilà, un peu comme un royaume d'été, quoi, on va se dire, autour du désert, de la chaleur, etc. et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là, parce que je pense que ça va me permettre d'avoir une image mentale un petit peu plus chaleureuse que ce qu'on vit actuellement. Néanmoins, du coup, pour vous rappeler un petit peu l'histoire, on suit Reina, qui est donc une jeune femme dont la sœur s'est fait enlever par le faucheur de sorcières. On sait pas trop pourquoi, et donc elle cherche à se venger l'année suivante, sauf que malheureusement rien ne va se passer comme prévu, son village va être attaqué, elle va se retrouver finalement mêlée dans une guerre qui est beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus, on va dire, qui survient à un moment qui était assez inattendu. Et donc Rena, du jour au lendemain, elle va devoir lutter finalement un peu pour sa survie et surtout pour récupérer, bon gré mal gré, sa sœur quoi. Donc c'est hyper cool. Franchement, j'ai bien aimé. Il y avait pas mal de défauts dans le premier tome, notamment de traduction qui m'avait vraiment refroidi, mais c'est quand même un univers qui est assez chouette. Et c'est un univers où il faut un petit peu s'accrocher parce que on a 3-4 premiers chapitres qui sont
d'une vitesse, mais tout se passe en 5 minutes et en plus moi je m'y attendais pas du tout, donc j'étais là, ah ok, c'est ça la direction prend le livre et tout, donc c'est assez surprenant et c'est assez cool. Ensuite il y a une partie qui peut être un tout petit peu longue, moi je l'ai pas trop ressenti, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit oh là là mais qu'est-ce qu'on s'ennuyait et tout, ça s'étirait en longueur et tout, moi j'ai pas trouvé, enfin moi j'étais à fond dans leur histoire donc je pense que je voulais trop savoir. Et voilà, et donc et à la fin après ça part dans tous les sens et tout, donc c'est hyper cool. Mais vraiment, c'est un livre qui vaut la peine voilà, de s'accrocher, de lui donner une chance, etc. Et j'ai hâte de voir comment la suite a été écrite. Est-ce que vraiment elle va mieux nous expliquer l'univers? Parce que ça faisait partie des défauts aussi. C'est que c'est un univers qui a l'air très cool, avec différentes contrées, avec des dieux à un moment donné qui étaient là pour justement régner sur tout ça, mais qui sont tombés. Là, il y en a qui veulent revenir, etc. Donc il y a aussi tous ces sujets-là. Il y a aussi les rois qui semblent être des espèces de descendants de dieux qui ont quelques pouvoirs, etc. Donc il y a toute cette histoire aussi de sorcellerie qui se chante et tout. Enfin, c'est vraiment ultra original et hyper sympa. Mais on s'y perd un petit peu. Donc je vous dirai si je comprends mieux à la fin de ce tome 2. Peut-être aussi que le tome 1, j'avais pas la tête au bon endroit, ou je sais pas. Mais voilà, je suis un peu curieuse de ça. Ensuite, le livre qui me fait hyper envie, et celui-là c'est pareil, je crois qu'il sort aujourd'hui, donc je vais enfin pouvoir l'acheter. Il s'agit du coup de What the River Knows de Isabelle Ibáñez, qui est donc un livre qui me fait hyper envie. Je vous en ai parlé du coup dans les livres qui sortaient en février. Bah oui, c'est ça. Puisqu'il s'agit donc d'une histoire qui se passe en Égypte au début du siècle, au début du 20e siècle, pardon, donc début 1900. Puisqu'on va suivre du coup l'histoire d'une jeune femme dont les parents sont des égyptologues et qui sont jamais là en fait. Elle habite en Argentine, je crois. Et eux sont sans arrêt sur des fouilles, etc. jusqu'au jour où ils disparaissent et qui donc ils sont déclarés morts. Et elle va recevoir une petite boîte avec un petit mot et c'est tout quoi. Et donc elle va décider de se rendre au Caire chez son oncle qui était très proche de ses parents pour comprendre en fait ce qui est arrivé à ses parents, puisque elle toute sa vie elle a attendu qu'ils reviennent en Argentine pour s'occuper d'elle et elle s'était intéressée du coup à l'égyptologie pour avoir un lien avec eux. Et puis malheureusement du jour au lendemain elle n'a absolument plus personne. Donc moi j'avais commencé à le lire, c'était trop cool. Là il sort en français, je pense que je vais le dévorer, donc je suis trop contente. Le prochain livre que j'ai envie de vous présenter c'est La Tour des Immortels d'Orlan Grey qui est paru aux éditions Corrigan. Donc c'est un livre qui est sorti toute fin janvier mais que je savais que j'allais me garder pour cette catégorie soleil là, parce que il y avait trop une vibe qui faisait trop envie, donc c'est pareil, ça se passe dans un espèce de monde qui ressemble quand même à l'Égypte, on va dire. Et on va suivre une jeune femme qui vient d'être élue reine, enfin qui vient d'accéder en tout cas au trône d'un royaume qui s'appelle Canuria. Et même si elle a aboli l'esclavage et qu'elle essaie de faire le bien de son peuple, etc., il y a quand même énormément de choses qui surviennent, et notamment des créatures assez sanguinaires qui s'en prennent à son peuple. Et donc une partie de son peuple, notamment des hommes, évidemment, qui commence à se dire que finalement est-ce qu'il serait pas est-ce qu'il serait pas maudit par les rois, par les dieux parce qu'ils ont mis une femme au pouvoir pour une fois. On aime. Et au même moment, du coup, il y a apparemment Ramsès, qui est donc un ancien amant de Jaï, qui est donc cette femme qui a accédé au pouvoir, qui refait surface, ça va être un genre de enemies to lover, je pense, parce qu'apparemment ils s'entendent pas très bien, mais qui aurait décidé de l'aider finalement dans sa quête pour restaurer le royaume et le rendre à nouveau sûr. Bon. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Il y a eu des premiers retours qui ont l'air plutôt hyper positifs, donc moi ça me fait bien envie, et puis ça rentre bien je trouve dans cette catégorie un peu soleil et tout, donc on verra. Et le dernier livre qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, il s'agit de Mamma Maria de Serena Giuliano, qui est donc disponible en audio sur Nextory. C'est un livre qui me fait hyper envie quand il est sorti, et bon, ça fait comme les 12 milliards de livres qui vous font envie, au bout d'un moment, vous oubliez qu'il est sorti, puis vous passez à autre chose. Et là, j'en avais vraiment envie, parce qu'en fait, on va voyager en Italie. On va suivre du coup Sofia, qui, après une rupture un petit peu désastreuse, va décider de se réfugier sur la côte amalfitaine d'où elle vient, et qui notamment va s'asseoir à la terrasse d'un café qui est tenu donc par cette Maria, qui est donc une femme plutôt, qui est un peu la maman en fait du village quoi.
et elle va un peu goûter à la farniente du coup italienne et voir un petit peu au fur et à mesure qu'elle s'assoit, qu'elle fait son travail et tout, et bien voir un petit peu les vies de toutes les personnes qui vivent dans le village, jusqu'au jour apparemment où un habitué du café ne se présente pas pour sa partie de jeu et donc va s'en suivre un petit peu un chaos apparemment dans ce village là pour comprendre ce qui s'est passé. Donc ça a l'air plutôt cool, je trouve qu'il y a moi j'aime bien l'effet un petit peu petit village, tout le monde se connaît, et puis le côté justement l'Italie, la chaleur, les bons sentiments, etc. Enfin je sais pas, ça me faisait envie, j'avais l'impression que ça allait me mettre un petit peu de baume au cœur, on va dire, en ce mois de mars, mais j'espère que ça sera pas trop triste, parce que justement, quand il y a ce côté petit village, très vite on se prend d'amitié pour le personnage, et s'il arrive quelque chose à ce vieux monsieur, je vais peut-être être ultra triste et passer tout mon mois de mars à pleurer, donc on verra bien. Voilà pour les 15 livres en tout cas que j'ai choisis pour le mois de mars. Comme vous avez pu le voir, il y a vraiment de la romance hyper régence, il y a beaucoup de romantasy et puis une petite touche un peu de fantaisie un peu orientale. L'idée c'était d'avoir un petit peu un panel intéressant tout en sortant des petites mamies de Mappal, tout en sortant des livres que je viens d'acheter, en continuant des sagas et en ayant un classique du mois. Donc je pense que si je coche pas mal de cases, je serai déjà contente. Dites-moi ce que vous avez prévu de lire au mois de mars, ça me fera hyper plaisir de vous lire en commentaire, et en attendant je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye!